Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité. Chères téléspectatrices et téléspectateurs artésiens, bonsoir mes camarades. Bonsoir Victor de Quiver. Coucou. Quelle joie, coucou. L'actualité internationale, c'est la colère et le désarroi de 7 millions d'Américains qui ont manifesté pacifiquement dans tout le pays samedi lors du No King's Day. Ils protestaient contre Donald Trump, le président oligarque qui s'en prend à l'état de droit et qui prône la haine et une vision révisionniste de l'histoire. We have a quote-unquote president who is behaving like a ruler. And that's what we're protecting. Our right to freedom of speech, our right for the press, our right for religion. I want my rights back. I'm pissed off. I need Trump out of office. 9 mois jour pour jour après l'entrée en fonction de Donald Trump à la Maison-Blanche, la démocratie est-elle plus que jamais en danger aux États-Unis? Ce sera le thème de notre débat ce soir, avant qu'on vous retrouve dans la troisième partie de l'émission, Marie Bonisseau et donc Victor de Quiver. Hier matin plutôt, 4 malfaiteurs ont dérobé des bijoux d'une valeur inestimable au Louvre. C'est pas la première fois que le musée se fait dérober, cambrioler. Je vais vous raconter en 1911 comment la Joconde avait disparu. Oui, mais elle a été retrouvée, elle. Et vous, Marie? Moi, je vous parle d'un nouvel ennemi des surfeurs californiens, les loutres des mers, qui leur piquent leurs planches de surf. Les images sont terribles. Ah bon? Terrible. À tout à l'heure. Et pour commencer, nous sommes ravis de recevoir Afsia Herzi, la réalisatrice de La Petite Dernière, et Mouna Swalem, actrice jubilante et engagée, pour évoquer avec elles deux ce film courageux, généreux et d'une douceur têtue qui invite à la fin de l'invisibilité pour les filles jeunes, arabo-musulmanes et lesbiennes. On les retrouve tout de suite. Bonsoir, Afsia Herzi. Bonsoir. Bonsoir, Mouna Swalem. Bonsoir. Je vous présente, oui, alors là, on fait des croisements. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportou. Bonsoir. Je vous les présente à toutes les deux. Je crois que vous connaissez l'émission. On est très heureux de vous recevoir à l'avant-veille de la sortie de La Petite Dernière, qui a été célébrée au dernier Festival de Cannes avec un prix d'interprétation et puis aussi un autre prix. On va en parler dans un instant. Est-ce que vous avez un surnom dans la vie? J'en ai plein. Ah oui? Moon Moon, Moon Amour, Mouni, Mouno. Non. Alors, elle, la vérité. C'est Abdelatif Keshish qui vous avait donné ce surnom. Et quand vous étiez petite, comment on vous appelait? L'avocate. C'est ça. Ah non, oui, l'avocate. L'avocate, ma mère, oui. Non, L'avocate, car ouais. toujours en train de vous emparer de causes justes. C'est un peu ce que vous faites dans ce film? J'ai essayé, en tout cas, de parler en tout cas d'une cause qui me touchait et que je trouve importante. Eh bien, Gaël Legras va expliquer pourquoi vous avez le profil idéal pour ce faire. On vous retrouve juste après. Afsia Herzi, dans La Petite Dernière, adaptation du roman de Fatima Das, vous faites jouer Nadia Meliti, Jimin Park et Mouna Swalem. Toujours avec la même intention, mettre en lumière des personnages que nous n'avons pas l'habitude de voir. Comment y parvenez-vous? Quel moteur vous anime? Pour répondre à ces questions, vous avez le profil idéal. Né en 1987, vous passez votre enfance à Marseille, dans la cité des Oliviers. Lorsque vous quittez le lycée pour la fac de droit, votre mère algérienne encadre votre diplôme de baccalauréat, comme la mère de La Petite Dernière. La tendresse, la douceur, j'ai grandi avec ça. J'ai besoin d'aimer ce que je filme, c'est très important. À l'âge de 20 ans, vous incarnez Rim, votre premier rôle au cinéma dans La Graine et le Mulet d'Abdelatif Keshish. Moi, j'ai toujours voulu être actrice. C'est vraiment un rêve de petite fille et j'avais la chance de pouvoir passer un casting, donc je me suis présentée et c'est le destin. Depuis, vous avez tourné dans une quarantaine de longs métrages et vous êtes passé à la réalisation avec Tu mérites un amour, histoire d'une rupture douloureuse. C'était plus un film, on va dire, pour aider les gens qui passent par là ou qui sont passés par là à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Dans Bonne Mère, en 2021, vous portraitisez une mère de 50 ans, femme de ménage, qui vit dans une cité marseillaise. Je voulais rendre hommage à ces femmes qui se lèvent tôt pour un travail difficile et qui rapportent peu d'argent. Dans La Petite Dernière, Nadia Meliti, prix d'interprétation à Cannes, est une jeune lesbienne musulmane qui cherche à assumer son désir. Et Mouna Swalem incarne Cassandra, un personnage un petit peu plus libéré. C'est quoi, un cœur brisé, c'est quoi? Moi, je te le recoue ton cœur, moi. Tu dis que de la merde. Je suis bourré. Je suis trop bourré. Quand on fait ce métier, dites-vous, on a une responsabilité. Celle de montrer la dignité des êtres, leur visage, leur beauté.
Non mais Mouna Swalem, vous êtes Sappho en son domaine. Vous êtes un personnage incroyable. Vous êtes une sorte de déclencheur dans l'histoire de la petite dernière de Fatima, d'une certaine manière. Et puis après, vous partirez en trouble, mais c'est une autre histoire. On ne va pas tout dévoiler. Puis on me met sur le côté à un moment aussi. Oui, mais c'est la vie, ça, c'est la vie, Mouna Swalem. Faut lâcher prise. Mais vous qui aimez les projets engagés, vous vous êtes senti pleinement à votre place? Ah, énormément. Déjà pour plein de raisons. Si j'aime la symbolique, donc de retrouver Afsia, c'était très fort. Moi, j'avais hâte, après Tu mérites un amour, qu'on se retrouve autour d'un projet. Moi, j'ai découvert le roman grâce à Afsia. Et effectivement, j'ai été hyper touchée par l'histoire de Fatima, le fait de s'efforcer à concilier tout ce qui la composait quand tout ne le lui permettait pas, quoi, quand tout était, quand tout paraissait impossible pour elle. Ouais. Et je trouve qu'on s'identifie de plein de manières avec ce personnage-là. Et vous, Afsia Herzi, il y a quelque chose qui vous touchait, c'était une solitude immense. Et vous vouliez l'extraire, l'extirper de cette solitude et la donner à aimer, telle qu'elle est. Oui, c'est ce qui m'a plu, en tout cas, à la découverte du roman de Fatima Das. Cette solitude très forte que traversait le personnage, et j'ai essayé de la retranscrire à l'écran. Et surtout, c'est un personnage, en tout cas, qu'on n'a jamais vu au cinéma et qu'on n'a jamais vu avant en littérature française aussi. Enfin, je ne suis pas pro, mais d'après ce que dit Fatima, voilà. Fatima Das, donc l'auteur du livre. Il y a un truc intéressant dans le personnage. Elle a de l'asthme. Et c'est comme si le fait de ne pas pouvoir s'accepter tel qu'on est rendait la vie irrespirable. Oui. J'ai adoré... Enfin, ça, c'est dans le livre, l'asthme. Mais vous l'avez extrêmement bien développé. Merci. Je suis allée sur le terrain. Le médecin qui joue dans le film, c'est un vrai pneumologue qui exerce à Marseille. Oui. Et j'ai passé beaucoup de temps avec lui, quand j'étais en écriture, pour essayer de comprendre un petit peu cette maladie que je connaissais très peu. Et peut-être la dimension somatique, mais on n'en sait pas plus. La bande-annonce de La petite dernière. Oh, j'adore, t'es toute timide. Je sais ce que c'est de pas s'assumer, pas être bien dans sa peau, tout ça, mais à un moment, il faut vivre, non ? L'émancipation est une question fondamentale. C'est une demande d'être reconnu comme égaux parmi les égaux. Mouna Swalem, il y a beaucoup de courage dans votre interprétation, on a l'impression, non? Est-ce qu'elle est courageuse, cette femme? Oui, elle est courageuse et je pense qu'elle se voit en Fatima aussi, puisqu'elle est un peu plus âgée. Et je pense que c'est un parcours, des complications de vie qu'elle a connues. Et justement, comme c'est quelqu'un qui a une énergie assez explosive, qui a envie de pouvoir vivre dans le moment présent et se débarrasser un peu de tout ce qui l'en empêche, que ce soit... le lien à la famille, aux traditions, à la société, parce que les préjugés viennent de la société, on ne les invente pas nous-mêmes. Elle décide donc de couper le cordon. Moi, c'est comme ça que je me suis un peu imaginé la chose, et sans rejeter tout ça, mais couper. Couper, comme ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai écrit le personnage de Cassandra. Oui, en pensant à Mouna. Et voilà, c'était pour elle. Oui. À la femme qu'elle est. Vous vous êtes posé une sorte de problème cinématographique et stylistique. Comment filmer l'émancipation d'une jeune lesbienne sans filmer de scène de sexe? Et ça donne lieu à une scène absolument désopilante d'oralité sexuelle ou de sexe oral, donc de conversation dans une bagnole, où tout l'éventail des possibilités lesbiennes est déployé de manière hallucinante. Vous ne vouliez pas filmer de scènes à part des galoches ou des pelles? Non, en fait, ça faisait un moment. On ne m'avait même pas proposé l'adaptation de La petite dernière, que j'avais envie de filmer une scène de sexe parlé. Donc j'avais cette idée déjà depuis longtemps. Et quand j'ai accepté l'adaptation, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'incruster cette scène que j'ai en tête depuis longtemps dans ce film. On verra ce que ça donne. Ça donne bien. Voilà. Merci. Alors peut-être que grâce à
cette scène, entre autres. La Queer Palm vous a été décernée au Festival de Cannes. C'est la 15e année. On en parle avec vous, Anna. Oui, exactement. Alors déjà, le mot queer, à l'origine, c'est une insulte en anglais qui veut dire bizarre, différent, et qui, avec le temps, est devenu l'étendard de la communauté gay, lesbienne, bi et transsexuelle. Et donc, cette palme queer que vous avez remportée, elle est là pour récompenser les films et les réalisateurs qui ont envie de s'emparer de thématiques LGBT+, au cinéma, et cela depuis 2010. Il y a eu parmi les lauréats Lawrence Anyways, on va le voir, en 2012, 120 battements par minute en 2017, Portrait de la jeune fille en feu en 2019, et puis en 2025, La petite dernière. Pour autant, le président du jury, Christophe Honoré, déplore encore les difficultés à produire ces films. L'homophobie, dit-il, se cache vraiment à toutes les étapes, du financement jusqu'au montage, où généralement les scènes de sexe entre deux hommes ou deux femmes sont coupées, au motif, je le cite, qu'on a compris, on n'a pas besoin de tout voir. Alors vous, Afsia Herzi, est-ce que vous avez rencontré des difficultés à produire et réaliser ce film ? Oui, complètement. Je suis 100% d'accord avec ce que dit Christophe Honoré. Ça a été, je le sentais, je m'en doutais. Quand j'ai refermé le livre et que j'ai accepté de faire ce film. Et en fait, ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé par la suite, auprès de plusieurs financiers, même pendant le casting, et même quand on... Et même pendant le tournage. Le film, aussi. Pendant le tournage, il y a eu tellement d'histoires. Du caillassage, des harcèlements, des tas de phénomènes, d'épisodes terribles. C'est ça. Il y a une partie de l'équipe qui s'est fait caillasser sur un décor pendant que nous, on tournait autre chose, parce que des gens avaient entendu parler du sujet du film et n'étaient pas... Voilà. Mais Mouna Swalem, vous attendiez, vous, à cette homophobie-là en tournant le film ? Non. Pas vraiment. Vous êtes dit. Oui, moi, je m'attendais à ce que le propos du film dérange une fois sa sortie, une fois que les gens en prendront vraiment connaissance. Et surtout, je m'attendais à ce qu'on voit dans ce film une forme de provocation, alors que... Parce qu'il y a une association entre l'homosexualité et l'islam. Voilà. Et que c'est un appel à la tolérance, mais que ça n'a pas été vécu comme ça par tout le monde, il faut le dire. Tout à fait, oui. C'est ça. Moi, j'avais juste envie de retranscrire, en tout cas, la réalité de la vie et de beaucoup de personnes. Et certes, on parle de la religion musulmane, mais ça pourrait être la religion catholique ou autre. Oui, ça n'est pas plus accepté. C'est ça, exactement, oui. Afsia Herzi, il y a beaucoup d'acteurs non professionnels. Il y a un fabuleux prof de philo qui appelle d'ailleurs à l'émancipation en convoquant le souvenir d'un texte du 16e de la Boétie, de la servitude volontaire. Il y a un imam de la Grande Mosquée de Paris qui joue son propre rôle. Et il y a une femme fabuleuse qui joue peut-être votre mère, Messa Ouda. C'est une sorte de reine-mère avec des ailes de soie et de sucre, déesse de la bonté. Ce film, c'est aussi un hommage à votre mère qui vous a dit « Sois ce que tu es et fais ce que tu veux ». Alors moi, j'aime beaucoup les personnages de maman. Et dans le livre de Fatima, le personnage de la mère était très présent. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a beaucoup touchée aussi. Et très vite, j'étais contente de réécrire un personnage de maman parce que j'aime bien filmer les mères. Et c'est sûr qu'il y a toujours un petit peu de notre histoire. De toute façon, même si c'est une adaptation, c'est quand même inspiré aussi de ce que j'ai pu voir, vivre. Et vivre. Vous avez eu le bac avec mention quoi ? Bien. Comme dans le film, comme Fatima dans le film. Pas moi. C'est une autobiographie. Pas vous ? Non. Oui, mais vous avez joué à 8 ans avec Steven Spielberg. Oui, c'est vrai, ça vaut une mention. Pas moi. Ouais. Pas vous. Bon, voilà. Bon, alors écoutez. Voilà, alors je rappelle que Nadia Meliti, qui joue la petite dernière, a eu le prix d'interprétation à Cannes, que vous avez eu la Queer Palm et que votre film sort après-demain. Merci Mouna Swalem. Merci beaucoup. Merci Afsia. Merci à vous. Merci infiniment. Ça a été une longue période de promo, donc merci d'être venu. On est content. Juste l'avant-veille de la sortie de votre film. Merci encore. Et on va passer à notre débat sur la manifestation de samedi aux États-Unis qui a eu lieu dans 2700 villes. 7 millions d'Américains selon les organisateurs, soit presque 2% de la population ont défilé partout, pacifiquement, avec un mot d'ordre « No King's Day », le jour sans roi, afin de protester contre les dérives autocratiques et liberticides de Donald Trump. Et après, quelle traduction politique pour cette manif ? Le Parti démocrate bouge-t-il encore ? Plus largement, la démocratie est-elle en danger comme jamais outre-Atlantique ? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. King Donald I, fuck that. C'est un appel lancé sur les réseaux sociaux. I'm Robert De Niro asking you to stand up and be counted in the nationwide No Kings protest on October 18th.
Un appel entendu. Samedi, quelques 2700 rassemblements ont été organisés à travers les États-Unis. Selon les organisateurs, 7 millions d'Américains sont descendus dans la rue contre Donald Trump. Ambiance bon enfant, avec une inventivité sans limite, accessoires, pancartes ou déguisements. Pour l'occasion, Captain America a même repris du service. Je suis terrifié. Trump est devenu un dirigeant autoritaire. Il punit quiconque s'exprime contre lui. Il sème la peur au sein des communautés, à la Maison-Blanche comme dans nos quartiers. Sa politique est celle d'un despote. Donald Trump va-t-il trop loin contre les médias ou encore contre les sans-papiers? Des associations dénoncent les méthodes musclées de l'ICE, la police de l'immigration. Des interventions aux allures de chasse à l'homme, comme sur ces images dans les rues de Chicago où ce livreur s'échappe de justesse. Et lorsque des voix s'élèvent pour le critiquer, Donald Trump contre-attaque, licenciement dans les administrations, menaces ou poursuites judiciaires. Inculpée pour fraude bancaire, la démocrate Laetitia James, procureure générale de New York, dénonce une cabale politique. Je ne crains aucun homme. Je ne plierai pas. Je ne capitulerai pas. Je ne céderai pas. Je n'abandonnerai pas. Donald Trump ironise et balaye d'un revers de main les accusations des démocrates. You know, they're referring to me as a king. I'm not a king. The Democrats are kamikazes right now. They have no future. They have incompetent candidates. Alors les démocrates vont-ils droit dans le mur face à Donald Trump ou peuvent-ils rebondir sous l'impulsion du mouvement No Kings? La démocratie est-elle vraiment en danger aux États-Unis? Nos trois invités pour ce débat, Gérald Olivier, bonsoir, journaliste franco-américain, dernier essai Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond, aux éditions Confidentes. Bonsoir. Bonsoir. Selon vous, les manifestations qui ont eu lieu ce week-end, samedi donc, sont insignifiantes. Ce sont des démonstrations de la gauche radicale qui ne sont pas représentatives de toute l'Amérique. À côté de vous, Amy Green, bonsoir, politologue, spécialiste de la politique des États-Unis. Vous enseignez à Sciences Po, dernier essai L'Amérique face à ses fractures chez Talandier. Selon vous, cette mobilisation est la plus grande manifestation d'un jour dans l'histoire récente des États-Unis. C'est un point d'alerte pour le Parti républicain, notamment en vue des midterms, les élections de mi-mandat, comme on dit en français, qui auront lieu l'an prochain, à l'automne 2026. C'est ça. Et à côté de vous, Jérôme Viala-Godefroy, bonsoir. Vous êtes docteur en civilisation américaine, chargé de cours à Sciences Po Paris. Dernier ouvrage, Les mots de Trump, aux éditions Dalloz. Selon vous, l'Amérique traverse une période de grande polarisation où, malgré une mobilisation citoyenne impressionnante et pacifique, la démocratie reste fragilisée par la radicalisation des discours et l'usage politique des institutions. Et on démarre ce débat avec la vidéo du jour. Oui, qui a beaucoup tourné. C'est celle diffusée par Donald Trump lui-même sur son réseau social Truth Social en réponse aux manifestants contre lui. Le président américain a eu recours à l'intelligence artificielle. Regardez, ça se passe de commentaires. Voilà, Trump à bord d'un avion de chasse qui déverse un torrent d'excréments sur ses opposants qui manifestent. Gérald Olivier, quand vous voyez ça, vous vous dites c'est un peu vulgaire ou ça vous fait rire? Non, ça me fait pas rire, je suis pas du tout. C'est franchement vulgaire. Mais c'est pas ça qui compte. Un peu quand même, ça a été vu. Non, partout. parce que ça fait ça. On n'est même pas dans le théâtre, si vous voulez. Et d'ailleurs, pour moi, le problème des manifestations de samedi, c'est qu'elles appartiennent au théâtre politique et qu'elles ne reflètent absolument pas, je dirais, l'opinion américaine majoritaire vis-à-vis de la présidence de Donald Trump. Et là, on est dans un mouvement, le mouvement du No King, c'est un mouvement qui est urbain, qui est libéral, qui est très blanc, qui est très boomers, baby boomers, dans la génération du baby boom dans sa constitution, et qui provient d'un certain parti démocrate qui, malheureusement, aujourd'hui, est un petit peu mis sur la touche parce que les démocrates n'ont plus le contrôle de la Cour suprême depuis déjà un certain temps. Ils ont perdu le contrôle du Congrès, ils ont perdu le contrôle de la Maison-Blanche. Donc vous avez les trois branches du pouvoir et ils n'en contrôlent aucune.
qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste la rue. La rue a toujours été le domaine des démocrates. Et là, au moins, ce dont on peut se féliciter samedi, c'est que tout s'est passé, je dirais, dans un certain ordre et qu'il n'y a pas eu de débordement de violence. Donc, ce n'est pas franchement la gauche la plus radicale qui a manifesté. Oui, contrairement à ce que Donald Trump et ses amis ont dit. On parlait de terroristes. Oui, il y a eu des écarts, mais ailleurs et précédemment, et pas dans ce cadre-là. Voilà. Mais Amy Green, pour rester justement sur le profil de ceux qui manifestaient, est-ce que vous reconnaissez aussi quand même que c'est une part de l'Amérique qui n'est pas représentative de l'ensemble des Américains? C'est un segment restreint ou pas? Alors, on n'a pas un profil très exhaustif de l'ensemble des manifestants à ce stade, mais ce qu'on peut constater, votre carte a bien montré qu'il y avait quand même des manifestations. Il y avait à peu près 3000 manifestations, pas forcément tous dans les fiefs démocrates. C'est sûr qu'à Washington, vous allez peut-être mécaniquement trouver plus de personnes qui s'identifient au Parti démocrate, mais vous avez également sur cette carte des villes du Sud. Houston, Palm Beach, Orlando en Floride. Et en fait, je pense que là, ce qui est important de constater, ou en tout cas de poser, c'est que l'opinion publique n'est pas du tout majoritaire en faveur du président Trump aujourd'hui. Ça reste à peu près stable autour d'une 40%, ce qui est à l'échelle française assez luxueux. Très important quand même, à l'échelle du président français. Mais quand même minoritaire dans l'ensemble du territoire américain. Et ça reste assez ancré. Donc effectivement, on peut imaginer que dans ces manifestations, il y avait certes des démocrates, aussi un certain nombre peut-être de républicains un peu désaffectés ou mécontents du trumpisme, mais aussi des personnes qui ne s'identifient à aucun parti. Juste à quelques titres au titre anecdotique, je parlais avec quelques personnes, on est fief un peu républicains aux États-Unis, qui étaient entourés de gens indépendants, certains de gauche, même des personnes qui n'ont pas l'habitude de manifester, qui disent bon bah ça c'est la goutte de trop, je vais me joindre à ça, sans forcément qu'ils changent de conviction politique ou qu'ils prennent la carte du Parti démocrate. Mais c'est vrai qu'il est au pouvoir depuis le 20 janvier. Il a 43% d'Américains qui considèrent que son action est positive. C'est considérable, non? Alors oui, mais il faut regarder plus dans le détail. Et ce qu'on voit, c'est que c'est à peu près 90%, entre 85 et 90% de soutien du côté des Républicains. Et que, 9 sur 10, 9 Républicains sur 10. Donc c'est énorme. Son travail. C'est ce qui explique aussi ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, alors du côté démocrate, évidemment, le chiffre est inversé. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder au niveau des indépendants. Et là, on voit quand même qu'il y a un glissement au niveau des indépendants depuis plutôt contre Trump. Justement, on voit que là, il perd beaucoup au niveau des indépendants et c'est ça qui est intéressant de regarder. C'est pas un signal d'alerte pour lui, Gérald Olivier, à un an des midterms, justement, que ces indépendants dont on dit qu'ils font l'élection, basculent ou sont en train de se détourner de lui? Non, je ne pense pas. Ce qui jouera sur les midterms, c'est l'état de l'économie américaine dans un an. C'est-à-dire, est-ce que la politique menée par Trump depuis qu'il est au pouvoir, cet arrêt à l'immigration clandestine, ce contrôle de l'inflation, cette reprise de l'énergie, cette tentative de réindustrialiser les États-Unis, si cela fonctionne et que ça débouche sur une croissance suffisante, on pourrait avoir une surprise à ces midterms, c'est-à-dire une victoire des Républicains qui maintiendrait leur majorité, ce qui habituellement est très très rare. Donc tout va se jouer pour moi, non pas sur des manifestations, mais sur l'état de l'économie américaine. Et c'est justement là où, si vous voulez, il y a un décalage. Parce qu'en fait, quel est le souci des Américains aujourd'hui? C'est toujours l'inflation. C'est toujours de boucler les fins de mois. C'est malgré tout une certaine forme de criminalité. D'accord? C'est l'emploi. C'est le prix de l'énergie. Ce sont les domaines sur lesquels Trump est en train d'agir et où il espère que sa politique aura des résultats. Et c'est ça qui, pour moi, fera la différence. Enfin, il y a quand même 7 millions de gens qui considèrent que les libertés, les droits humains et le respect des institutions sont importantes. Alors, ce qui est intéressant, en plus, c'est comment cette... Pas les institutions. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment cette manifestation s'est mise en place. Alors évidemment, il y avait des organisations progressistes de gauche, mais on a vu aussi sur les réseaux sociaux vraiment une organisation qu'on appelle grassroots en anglais, qui vient vraiment de la base. Il y a y compris d'ailleurs des organismes qui sont plutôt non partisans, comme la League of Women Voters par exemple. Donc on voit que ça peut être intéressant aussi pour, par exemple, récolter de l'argent. C'est-à-dire que vous avez des bases de données, vous avez des contacts à travers des réseaux, et l'argent étant le nerf de la guerre, notamment dans les élections, ça peut être intéressant pour la suite, une mobilisation qui pourrait continuer d'une autre manière également. Alors, si je peux me permettre juste un mot à ajouter, on a vu les chaînes de télévision, CBS et NBC notamment, faire de la pub pour cette manif. En disant samedi, il faut aller manifester, il faut vers votre pancarte, vous vous préparez. On a vu les shows télévisés de fin de soirée faire de la pub à la manifestation. Donc, compte tenu de tout ce qui a été fait pour la préparer, je ne suis pas convaincu que le résultat ait satisfait les organisateurs.
Alors, parmi les opposants quand même, pour avancer les plus farouches à Trump, vous le connaissez, le sénateur Bernie Sanders, qui se situe à l'aile gauche du Parti démocrate. Écoutez. Our country is in danger when we have a president who threatens to arrest or imprison political opponents. It is in danger when we have masked agents working for ICE, breaking down doors, throwing people into vans. It is in danger when we have a president who sues and intimidates the media. Notre pays est en danger, vous diriez ça, Amy Green, aussi? Je pense que le pays est face pas au premier président qui a souhaité avoir plus de pouvoir, parce que c'est vrai que tous les présidents des États-Unis, une fois au pouvoir, considèrent que ce sera chouette d'en avoir un peu plus. Je pense que c'est assez mécanique. Néanmoins, ce qui est un peu différent avec cette deuxième présidence Trump, c'est la ferveur, c'est la vigueur, c'est l'envie, justement, cette volonté d'aller plus loin dans cette consolidation du pouvoir. Donc là, on a un président qui a la Constitution face à lui, qui sert de feuille de route, et qui cherche par certains moments à rééquilibrer les institutions en faveur de l'exécutif. Donc, on a les trois branches du gouvernement avec un congrès qui est censé être celui qui tient peut-être un peu plus les ficelles que d'autres. Et donc là, au-delà d'avoir cet instinct d'avoir des présidents qui cherchent à aller un peu plus loin dans la concentration de pouvoir, c'est quelqu'un qui essaie d'aligner toutes les cartes pour aller très très loin dans ce recentrage-là. Donc effectivement, ça pose la question qui a été déjà le constat posé par le Parti démocrate, c'est-à-dire que la santé de la démocratie, elle menacée, effectivement, est menacée. Ce n'était pas du tout un argument qui a plu aux électeurs. En tout cas, ça revient effectivement. Et c'est dit dans des sondages, Gérald Olivier, un sondage du New York Times, 61% des Américains qui estiment que Trump va trop loin contre les médias, dans ses pressions contre les médias. Tous les présidents américains cherchent à contrôler les médias. La plupart du temps, les médias et le président sont du même côté. John Kennedy dînait une fois par semaine avec Ben Bradley, qui était à l'époque le président de Newsweek, qui est devenu après le président le directeur du Washington Post. Simplement, quand le directeur d'un journal pense comme le président, personne ne se plaint de l'influence du président sur les médias. Là, on a un antagonisme entre les médias dominants et la personne au pouvoir, d'où cette plainte. Mais ça, c'est quelque chose qui a toujours été dans la politique américaine. Il est le premier président à appeler les médias l'ennemi du peuple, déjà dans son premier mandat. Nouveau, Ah non, publiquement, Nixon même ne l'avait pas fait publiquement comme l'a fait Donald Trump. L'ennemi du peuple, ça veut dire quand même quelque chose. Et en plus, il y a aussi une concentration en ce moment des pouvoirs, des médias, et puis la vente avec l'adoubement du pouvoir fédral à des amis de Donald Trump, comme le milliardaire Ellison, par exemple, qui est proche idéologiquement de Donald Trump et qui maintenant possède CBS, par exemple. Et voilà, donc on voit aussi... L'affaire Paramount, voilà, c'est quand même très nouveau. Si Trump en veut aux médias, c'est parce qu'il les a beaucoup accusés de diffuser ce qu'il appelle des fake news. Et avec le temps, un certain nombre d'informations qui remontent à 2016, 17, 18, 19 se sont révélées être des fake news. Donc on ne peut pas lui donner totalement tort sur ce point-là. Amy Green. Oui, le chiffre est assez parlant. Effectivement, il y a un certain nombre d'électeurs américains qui ont donné leur vote à Donald Trump parce qu'ils étaient désespérés par le Parti démocrate, par une incapacité à produire quelque chose au niveau des politiques publiques qui améliore la vie. Là, on voit 60% des Américains qui contestent la politique de Trump vis-à-vis des médias. On peut avoir d'autres contestations sur d'autres politiques. Bref, une majorité d'Américains n'ont pas voté pour cette grande reformulation de la politique intérieure. Ils ont voté pour l'économie, l'immigration, à la limite, le prestige américain. L'exemple concernant le déploiement de la garde nationale dans les villes démocrates, un Américain sur deux, d'après ce sondage, n'est pas d'accord. Oui, et ce qui est très intéressant avec un sujet comme ça, c'est qu'on voit très bien qu'on a une légère majorité qui ne sont pas d'accord. Mais en fait, ce qui peut marcher, en tout cas ce qui peut se produire au sein de la psyché américaine, c'est des Américains qui vivent réellement dans des endroits avec un peu de criminalité, qui, eux, sont face à l'échec des politiques publiques et qui disent, finalement, si on peut avoir des militaires, ça peut améliorer notre propre sécurité, alors qu'on est face à quelque chose au niveau local qui ne marche pas depuis des années. Mais en effet, le risque en vue des élections de mi-mandat l'année prochaine, c'est si cette vision trumpiste de la société est engagée véritablement, la poursuite des guerres culturelles va très loin, sans avoir la performance économique, cela pose un risque.
certes, Donald Trump n'est pas en cause personnellement aux prochaines échéances électorales, mais c'est son parti, c'est des postes de gouverneur, c'est des postes de maire, c'est des postes de représentants et de sénateurs. Et donc là, ça peut être effectivement des Américains qui disent « Bon, l'économie va peut-être pas très bien, ou peut-être ça va bien, mais c'est pas pour autant qu'on vote encore une fois oui à cette politique massive qui dépasse les sujets centraux à l'élection. » En attendant, et on va l'évoquer avec vous trois et avec Anna, il y a des purges, il y a des licenciements à la CIA et au FBI. Il y en a eu récemment qui ont vraiment marqué les esprits. Oui, au renseignement américain, parce que la vengeance est un plat qui se mange froid, et ça, Donald Trump l'a bien compris. Il y a 3 semaines, il a enfin réussi à obtenir l'inculpation de l'ancien patron du FBI, James Comey, qui était en poste de 2013 à 2017, pour mensonge et entrave à la justice. L'ex-directeur de la CIA, John Brennan, est lui aussi sous le coup de cette même enquête, et tous les deux avaient accusé le président de collusion avec la Russie pendant sa campagne électorale en 2016. Ça, c'est pour les poursuites judiciaires. Mais la chasse aux opposants, elle passe aussi par des purges. 3 hauts cadres du FBI ont déposé une plainte le mois dernier pour licenciements illégaux. Parmi eux, Brian Driscoll explique qu'il a dû passer un test de loyauté auprès de l'administration Trump, qui cherchait notamment à savoir pour qui il avait voté par le passé. Il raconte également que les pressions qu'il a subies pour révéler le nom des agents du FBI qui avaient enquêté sur l'enquête du Capitole en 2021. Plus largement, d'autres agents du FBI de la CIA racontent avoir été poussés à la démission, de quoi libérer des places de choix pour les fidèles de Trump, choisis pour leur proximité idéologique avec le président plutôt que pour leur expertise. Et d'ailleurs, un des membres du Steady State, donc l'État stable, c'est ce collectif de 300 membres d'anciens du renseignement et de la défense, déclarait la semaine dernière: Donald Trump a un mépris complet pour l'expertise et une foi incroyablement exagérée dans ses propres capacités. Alors Jérôme Viala-Godefroy, qu'est-ce qu'il cherche exactement, Donald Trump? À consolider tous les pouvoirs, à politiser les institutions pour que ça serve ses intérêts? C'est exactement ce qu'il fait, ses intérêts à la fois politiques et d'ailleurs économiques. Donc ça, on le voit très très bien. Et ce qui se passe là, c'est un vrai problème aussi pour la sécurité américaine, pour l'expertise. On l'a vu même dans ce qui est en train de se passer au niveau international. On le voit. Alors il prétend avoir fait la paix et avoir terminé 8 guerres, mais on voit bien qu'à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Et là, d'ailleurs, c'est en train de ne plus fonctionner au niveau de Gaza et d'Israël, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Il n'y a pas d'experts dans la diplomatie. On ne les écoute pas. On le voit aussi sur les sciences. On voit un retour de la rougeole aux États-Unis, par exemple, parce qu'il n'y a plus d'expertise et on n'écoute plus ce qui concerne les vaccins. Un conspirationniste qui est ministre de la Santé, Kennedy. Hein. Tout à fait. Robert Kennedy. Tout à fait. Donc ça a des vraies conséquences pour les gens, et là, ça va vraiment poser un énorme problème. Juste pour un tout petit mot, pour revenir sur justement ce qui est intéressant sur cette manifestation, c'est de voir aussi, et c'est un peu différent de ce qu'il y a eu en juin, c'est qu'il y a eu beaucoup de petites manifestations dans des petites localités, et beaucoup plus qu'auparavant, y compris d'ailleurs dans des endroits qui ont voté républicain en majorité. Et ça, c'est assez nouveau par rapport à juin dernier. Gérald Olivier, sur cette politisation des institutions, qu'est-ce que vous en pensez ? Les démocrates récoltent ce qu'ils ont eux-mêmes semé. C'est quand même une évidence. À savoir que ce n'est pas Trump qui a le premier instrumentalisé le pouvoir contre ses adversaires. C'est l'administration démocrate qui a instrumentalisé son pouvoir contre Donald Trump, jusqu'à même mener ce qu'on pourrait qualifier de coup d'État de l'intérieur. Vous évoquez l'inculpation de M. James Comey, ancien directeur du FBI. Il faut tout de même rappeler que M. James Comey, directeur du FBI, en 2016, a parfaitement su que le dossier monté contre Donald Trump était un faux. Il l'a quand même utilisé pendant la campagne. Il l'a même utilisé avec la complicité du président Barack Obama après l'élection de Donald Trump pour lancer une enquête contre Donald Trump, tout en sachant que tous les fondements du dossier étaient une totale affabulation. Il n'a rien fait pour protéger les institutions à ce moment-là. Et il se trouve aujourd'hui qu'il récolte le grain qu'il a lui-même semé. Donc l'instrumentalisation, elle ne commence pas avec Donald Trump. On peut critiquer cette politique une généralisation, un œil pour un œil, parce qu'en fait, il ne fait aux autres que ce qu'ils lui ont fait à lui-même avant. Oui, Donald Trump a considéré pendant le premier mandat qu'il a été empêché
empêché par des experts, empêché par des personnes avec beaucoup d'expérience, empêché par ceux qui l'ont entouré, des personnes qu'il a lui-même choisi Mais pour, c'est le cas. d'une certaine manière, légitimer sa victoire politique. Alors maintenant, on comprend que l'élection de Donald Trump n'était aucunement un accident politique aux États-Unis. Et donc, je pense tout simplement aux propos de Donald Trump lui-même lors de la cérémonie d'hommage à Charlie Kirk. Il a dit Charlie Kirk aimait son adversaire. Moi, je ne suis pas comme lui. Moi, je déteste mes adversaires. Je vais les battre. Mais vous parlez, c'est une dérive fasciste. Vous iriez jusqu'à dire ça ou pas? Moi, je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour m'exprimer sur le mot fascisme, mais moi, ce que je peux constater, c'est que les institutions américaines sont dans un moment de grande stress. Et puis nous, en tant que société américaine, on est face véritablement à des choix. C'est-à-dire que là, on a vécu une élection présidentielle où l'économie était effectivement le sujet principal. C'est un sujet qui touche les foyers dans leur intimité. Ça peut se comprendre. Là, on voit des choses qui dépassent la simple question de l'économie. Donc la question pour les Américains, ils doivent savoir, c'est est-ce que la souffrance, est-ce que l'éloignement de la politique, est-ce que tout ce qu'on est en train de vivre, est-ce que c'est ça qu'on veut? Quel est le dépassement possible? Vous parlez de dérive fascisante ou pas? Alors, en tout cas, autoritaire, ça c'est certain. Et juste pour revenir sur James Comey, c'est quand même lui qui avait ouvert aussi une enquête sur les fameux emails d'Hillary Clinton pendant la campagne. Et donc, qui a aussi eu un effet assez négatif sur la campagne d'Hillary Clinton. Et par ailleurs, le seul procureur qui a accepté en fait de s'attaquer à James Comey, alors que tous les experts en droit disent qu'il n'y a rien dans le dossier, que le dossier est vide, c'est l'ancienne avocate Donald Trump qui a été promue à un poste où elle n'était pas, d'ailleurs, où elle est vue comme pas du tout qualifiée. C'est la même chose pour Laetitia James, qui est l'ancienne procureure qui a inculpé Donald Trump. Et donc, on a là vraiment dans la vengeance personnelle. Et d'ailleurs, il ne s'en cache pas. La loyauté est une vertu cardinale de son point de vue. Voilà, et on se venge, et c'est la vengeance. Il l'a très bien dit, il le dit, il ne s'en cache pas. Je voudrais quand même rappeler deux choses. C'est un moment décisif qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est une présidence décisive, oui, parce qu'il y a quand même une contre-révolution culturelle en marche. Mais ça, ce sera l'occasion d'un autre débat. Je serais ravi de revenir. Mais pour en revenir sur la question de la dérive autoritaire, pour moi, faire appliquer la loi, ce n'est pas de l'autoritarisme. Simplement, on est dans un contexte systématiquement laxiste. Et la France est très bien placée pour le savoir. Donald Trump les juristes disent qu'il y a une interprétation de la loi de sa part. Donald Trump fait appliquer les lois, notamment en matière d'immigration clandestine. Et là, les États sont supposés se plier à la loi fédérale parce que c'est elle qui, constitutionnellement, fait droit. Donc cette dérive, elle n'est pas vraiment là. Amy Green, est-ce que ce mouvement No Kings peut faire bouger les lignes d'ici les élections de mi-mandat de 2026 ou peut-être même avant? Je pense que le mouvement en tant que tel ne va pas forcément bouger les lignes. Ça peut donner une indication du sentiment général du public. Ce sont des grandes manifestations qui peuvent montrer l'élan justement d'opposition à Donald Trump. Ça peut donner un peu de capacité de transformer en levée de fonds. Ça peut inspirer des gens à se présenter pour des élections de mi-mandat, dans des postes de députés, etc. Je ne suis pas certaine que cette infrastructure-là va être celle qui porte le Parti démocrate, qui doit, lui, de toute façon, adopter une stratégie beaucoup plus large. C'est-à-dire que les personnes qui sont démocrates, qui vivent à New York, ne vivent pas du tout la même problématique qu'un démocrate en Virginie occidentale. Donc le Parti démocrate, il cherche son message, il faut qu'il trouve une vision. Il a du boulot. Ce n'est pas uniquement cette manifestation, ou ces manifestations qui vont permettre de faire ça. Merci à tous les trois. Vous avez dit que vous reviendriez débattre la prochaine fois. Le rendez-vous est pris. Merci à tous les trois d'être venus débattre. On va rester dans l'actualité vue par Victor de Quiver et Marie Bonisseau. Le braquage hier matin au musée du Louvre des sublimes bijoux de la couronne de France. Et en Californie, un spécimen d'Enhydra lutris, une loutre de mer, s'attaque avec malignité aux planches de surf des Enhydra sapiens. Ben oui, ceux qui friment dans les rouleaux. Mais d'abord, le mot vedette du jour repéré par Thibault Nolte. Vie sociale, une étude scientifique démontrerait que plus vous avez d'amis, plus vous avez une vie sociale riche, plus vous vivrez vieux. C'est entendu. L'art de garder une vie sociale. Votre vie sociale. L'espace de vie sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Vie sociale, du latin vita, existence, et socius, compagnon, désigne l'ensemble des liens humains organisés entre les individus d'une société, soit leurs relations amicales, culturelles ou communautaires.
L'édition d'octobre d'une revue de neurosciences présente une étude qui a mesuré l'impact de la vie sociale sur l'espérance de vie. Une équipe internationale de chercheurs a épluché les résultats de l'étude MIDUS sur la santé et la vie adulte menée sur 2117 Américains d'âge moyen. Les savants ont utilisé une méthode statistique avancée pour comprendre comment plusieurs facteurs, sociaux, biologiques, psychologiques, sont liés entre eux. Grâce à un indicateur maison qui mesure à quel point une personne est socialement connectée, ils ont établi que la vie sociale est gage d'un vieillissement cellulaire plus lent, mesuré grâce à des marqueurs dans l'ADN, dit épigénétique, d'une inflammation du corps plus faible, d'une meilleure régulation du stress par le système neuro-endocrinien. Fin juin, l'OMS révélait déjà dans un rapport que l'absence de vie sociale, solitude et isolement, augmente les risques d'AVC, maladies cardiaques, diabète, déclin cognitif, soit 100 décès par heure dans le monde de 2014 à 2019. Et qu'un terrien sur 6 en souffre, surtout les jeunes et les ressortissants des pays pauvres. Si le lien entre niveau de vie et longévité est statistiquement établi, en France, 13 ans de vie en plus pour les mâles les plus aisés par rapport aux plus pauvres, l'étude américaine montre le lien biologique entre revenus plus gras, vie sociale plus intense et vieillissement plus lent. C'est dans les vieux pods qu'on fait les meilleurs conserves. Merci, Monsieur Nolte. Bonsoir encore, Marie Bonisseau et Victor de Quiver. C'est l'heure de vos chroniques. Alors, la vulnérabilité du plus grand musée du monde a quelque chose de déchirant sur le plan symbolique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a eu ce braquage hier matin. En 7 minutes, 4 malfaiteurs ont dérobé au Louvre des joyaux incroyables, les bijoux de la couronne de France. Un cambriolage qui n'est pas le premier, vous nous le rappelez, Victor. Mais oui, en 1911, c'est la Joconde qui disparaissait. Et pour comprendre cette histoire rocambolesque, il faut bien saisir cet Italien vitrier qui s'appelle Vincenzo Perugia. Oui, il a travaillé au Louvre. Et donc, il connaît les recoins, les gardiens, les failles aussi du plus grand musée. Alors, c'est pourquoi, ce dimanche d'août 1911, il entre dans le musée fermé au public et il attend patiemment la fin de la ronde des gardiens avant de décrocher la Joconde, de la glisser sous sa blouse. Et au petit matin, il s'évapore sur les quais de la Seine. Quand les autorités se rendent compte du vol, c'est un séisme national. On convoque le pionnier, le pape de la police scientifique de l'époque, Alphonse Bertillon. C'est celui qui vient de mettre au point la nouvelle technique des empreintes digitales. Et ça tombe bien, parce que des empreintes digitales, on en trouve sur le grand escalier du Louvre. Le problème, c'est qu'en 1911, le fichier est rikiki et cette piste ne mène nulle part. Alors on se met à arrêter n'importe qui. Apollinaire est jeté en prison car son ancien secrétaire aurait volé des statuettes qu'il aurait vendues à Picasso. Le peintre espagnol est interrogé, lui, à son tour. Il panique. Les deux hommes sont finalement innocentés, mais les journaux s'emballent. On accuse les Allemands, c'est bien pratique. On imagine un gang commandité par un richissime collectionneur américain. Et paradoxalement, c'est cette disparition qui va en réalité faire de Mona Lisa une icône planétaire. D'autant qu'elle va réapparaître, Mona Lisa, 2 ans plus tard. Perugia, qui a transporté la Joconde dans sa valise, tente de la vendre à un richissime antiquaire dans un hôtel miteux de Florence. Il se fait gauler. Il est condamné, et quand Mona Lisa débarque à nouveau en France le 31 décembre 1913, la foule est en liesse, c'est beau, c'est génial, et ce vol a tout changé dans la stratégie de sécurité des musées. Avant 1911, aucun inventaire précis n'existait, chaque œuvre est désormais photographiée, immatriculée, et ça va servir pour des circonstances dramatiques. Quelques mois plus tard, c'est la guerre de 14 qui débute, alors ça va permettre aux musées d'évacuer leurs trésors en toute sécurité. Merci, Monsieur Quiver. Espérons que ces joyaux seront retrouvés, ceux qui ont été volés hier matin. Chère Marie, en Californie, des surfeurs n'ont plus peur des requins, mais ils ont peur des loutres, ces braves petites loutres. Enfin, non, elles sont scandale. grosses. Non, elles sont grosses. Les loutres de mer. Scandaleux, Elisabeth, on ne peut plus rider la vague. J'essaye de me parler comme une surfeuse, c'est très raté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la semaine dernière à Steamer Lane, c'est un spot de surf très populaire au large de Santa Cruz. Des surfeurs se sont fait littéralement piquer leur planche par une loutre de mer. J'ai senti une petite morsure sur mon pied, a témoigné une surfeuse étudiante qui s'appelle Isabelle. Et puis ensuite, une grosse loutre velue et trapue, ce sont ses mots, s'est assise tout simplement sur ma planche. Pas moyen de l'en déloger, il a fallu appeler 911 pour que des pompiers de Santa Cruz... Vous ne trouvez pas que quand on dit Santa Cruz, on voit des gens au ralenti arriver au soleil couchant avec du saxophone. Bon voilà, c'est pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a un pompier qui est arrivé, qui a plongé dans les vagues et qui a lutté contre la loutre pour finir par récupérer la planche de surf.
3 agressions de ce type, 3 attaques de loutres ont été signalées au total cette semaine. Donc celle-ci que j'adore parce que la loutre s'est carrément, regardez, accrochée à la lanière. Quelle est maline. Depuis, à Santa Cruz, tout le monde se demande si c'est pas le retour de 841. 841, c'est le nom, pas du tout poétique, d'une loutre qui, déjà, il y a 2 ans, était devenue, oui, la star de la région. Il y avait des t-shirts à son effigie, il y avait eu un parfum de glace créé en son honneur, des stickers aussi qui disaient « Être une loutre n'est pas un crime », parce que en 2023, elle avait volé tellement de surf que la police locale avait fini par la traquer dans l'eau, sous les huées des habitants qui évidemment étaient pro-loutre. Finalement, 841, c'est son nom, avait été épargné in extremis parce qu'on avait découvert qu'elle était enceinte. Et donc on avait attribué son envie de faire du surf à ses hormones de pulsion. Voilà, c'était ça qu'on avait dit. Et on l'avait laissé vivre sa vie tranquille. Depuis, plus de nouvelles, jusqu'à donc la semaine dernière. Alors on ne sait pas si c'est 841 ou une copine à qui elle aurait transmis ses mauvaises habitudes, ce qui est possible, hein, ça se fait. Ou son enfant, on ne sait pas. En tout cas, ça aurait pu être une transmission. C'est ce qu'une scientifique qui s'appelle Jenna Bental a expliqué. Elle travaille dans une association qui lutte pour qu'on laisse les loutres du coin tranquille. Ça s'appelle Sea Otter Savvy. Et elle explique que toute cette histoire, ce qu'elle raconte dans le fond, ce qu'elle prouve, c'est qu'il y a de plus en plus de surfeurs et de plus en plus de loutres. Les loutres avaient quasiment disparu. Elles sont de retour. Et ça, c'est tant mieux. Donc, l'asso a fait son calcul. Elle a vu qu'en moyenne, ces loutres étaient dérangées 6 fois par jour par nous, les humains. Et donc, logiquement, plus elles voient des humains, moins elles en ont peur. D'où ces petites agressions de surf. Conclusion. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes que des invités dans l'océan et que nous n'y possédons rien, pas même nos longboards. J'y arrive pas. Pas du tout. J'essaye de finir cette chronique avec un signe de surfeur, mais c'est toujours raté. Et j'attendais triplé. Merci mes amis, à demain 20h05. Tchuss.